Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Huck It en collaboration avec DM Bike. Aujourd'hui, on va parler de trail building. J'aimerais remercier Mountain Bike Belle-Neige. On a une superbe journée ici dans un des plus beaux parcs de mountain bike dans les Laurentides, la référence pour l'enduro. Il y a combien de trails ici? On a bientôt une douzaine de trails. On en a deux qui vont naître là, dans les prochaines semaines. Wow! Puis là, on parle du bleu jusqu'au double noir. On parle d'une flow track bleue. On a bâti en fonction qu'un enfant, en hardtail puisse la descendre. Super! J'aimerais aussi remercier nos commanditaires Café Gothrider Gasoline et les plaquettes de frein ainsi que le scellant Trucker Co. Aujourd'hui, mon ami, on va parler de trail building. Oui. C'est un aspect qu'on voit pas quand on ride, on descend, on profite de la nature, tout ça, mais on se rend pas toujours compte de tout le travail qu'il y a en arrière. Justement, on a des builders qui travaillent aujourd'hui, ils sont à l'effort depuis quelques semaines justement pour livrer un nouveau sentier. Wow! Puis là, vous avez travaillé là-dessus pendant quasiment un an. Le développement du réseau, tu parles, Jason? Oui. Le développement du réseau a commencé il y a 2 automnes. Okay. Alors, l'automne avant la pandémie, okay. On a commencé à travailler sur le sentier d'ascension à peu près en octobre, tu vois. Wow! Okay. Puis ça s'est concrétisé, le projet s'est concrétisé vraiment au mois de mai passé, oui. Lorsque les travailleurs ont pu reprendre le travail suite au lockdown de la pandémie. Alors là, on a donné une grosse boom, on a livré 4-5 sentiers. Puis, depuis ce temps-là, on n'arrête pas et on est sur un plan de développement ici à Belle-Neige pour au moins 4-5 ans. 4 à 5 ans de développement continu? Oui. Vous voulez atteindre combien de trails? On aimerait ça atteindre un maximum de peut-être 20-25 trails. OK. Peut-être que ça va aller plus rapide qu'on prévoyait. On est déjà rendu à quasiment une douzaine. C'est sûr que si tu pars de là puis tu vas jusque-là, ça va être rapide. C'est sûr. Mais bon, quand on parle de trail building, combien de temps ça prend pour faire une trail typique qui part d'en haut jusqu'en bas avec les épingles, avec des berms, des jump lines? Comment vous faites tout ça? C'est une question qui est difficile à répondre, Jason, parce qu'il y a plusieurs techniques qu'on utilise ici à Mountain Bike Belle-Neige pour créer des sentiers. OK. D'abord, on a la méthode dite plus traditionnelle avec les outils comme le ROG, okay. Les râteaux forestiers, des haches forestières et tout ça. Comment t'écris ça, le ROG? Un ROG, c'est R-O-G-U-E, un ROG. OK. Le ROG, c'est un outil qu'on peut se servir tout simplement pour piocher et tirer, okay. Pour faire vraiment du bench cut. Qu'est-ce que c'est qu'un bench cut? Vous allez remarquer souvent dans les sentiers qu'on va avoir un terrain, excusez l'expression anglaise encore, off-camber, comment on pourrait dire ça en français, incliné. Ouais. Une pente inclinée qu'on doit traverser de façon latérale. Alors, on va venir bench-cutter la montagne pour venir faire un trottoir un peu plus plat. OK. De manière à ce que le cycliste ne soit pas déporté vers... Donc, c'est-à-dire que dans une pente comme ça, qui va jusque-là, bench-cutter, c'est d'aller faire cette espèce de... Exactement, on va créer un trottoir. Un trottoir. OK, c'est là-dessus qu'on roule. Mais là, ça implique qu'il y a souvent des arbres, il y a des roches, il y a des choses à travers du chemin. Des fois, il y a bien des imprévus. Puis c'est un peu ça, j'imagine, aussi qui fait la vie du sentier. D'abord, c'est une bonne question. Il y a plusieurs, comme je t'ai dit, il y a plusieurs méthodes pour bâtir le sentier, mais on va s'en tenir vraiment à la méthode, je parle quelles sont les étapes pour bâtir un sentier? D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une visualisation du terrain dans la forêt. On va aller voir. Nous, on regarde beaucoup les lignes naturelles du terrain. OK. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène avec des flags de couleur. Puis là, on pique notre trail et on fait notre sentier. OK. Ensuite de ça, on sort les instruments, le souffleur, on souffle les feuilles, on rauque, on amène ça au sol ou au végétal. OK. Et là, on a plusieurs techniques qu'on peut utiliser, soit qu'on va enlever le végétal, soit qu'on va retravailler par-dessus le végétal, qui n'est pas nécessairement la meilleure des techniques, mais tout dépendant si tu es sur du roc ou si tu as un terrain très racineux. Nous, on ne va pas aller trop
en profondeur pour maganer les racines des arbres. Alors, on va travailler plus en Fait que surface. vous préservez quand même la nature autour, vous ne l'endommagez pas, c'est vraiment de contourner le terrain naturellement là, de manière à pouvoir faire quelque chose de le fun. Du tout. Ah, Nous, wow. notre montagne ici, c'est notre joyau, Jason. oui. C'est super important pour nous de contrer l'érosion de la montagne. Vous voyez en arrière, juste simplement, pourquoi vous voyez un chemin à droite, un autre chemin à gauche, un autre chemin qui monte là. Pourquoi? Parce qu'on utilise plusieurs chemins dans la montagne au fil des semaines. OK. Si vous regardez à la droite du drop zone là-bas, il y a eu beaucoup d'érosion. Et ça, cette érosion-là n'est pas due au sentier de vélo. C'est dû justement au passage fréquent des 4 roues, de la machinerie sur la montagne. Donc, après une pluie, tout se lave. Donc, ce qu'il faut vraiment s'assurer, c'est de conserver le végétal sur la terre pour pas que l'érosion prenne dans ça. Puis dis-moi, quand tu fais, exemple, un berm, est-ce que c'est juste la terre ou est-ce que tu mets quelque chose d'autre en dessous pour qu'il soit plus solide? Comment ça fonctionne? Ben, le berm peut être soit... nous, on va travailler avec des arbres parce que tu as parlé tantôt s'il y a des coupes d'arbres à faire dans la forêt. Ouais. C'est sûr qu'il y a des sélections aussi d'arbres à couper et ne pas couper. OK. Nous, on essaie de ne pas couper d'érable ou d'arbres. On ne coupe aucun arbre mature. OK? OK. Les arbres qu'on va couper, souvent, ça va peut-être être des êtres où il y a beaucoup d'arbres aussi qui sont malades dans la forêt des Laurentides. Alors, on fait beaucoup aussi un nettoyage de la forêt. OK. Donc, certains vont penser qu'on fait du carnage. Alors, c'est pas vrai. On coupe des arbres, on effeuille, on enlève, on nettoie. Notre forêt est complètement bien nettoyée. Puis en tant que rider, ça serait quoi notre responsabilité à nous quand on utilise les trails? C'est quoi la meilleure manière de faire en sorte que le travail de dizaines de gens qui prennent des mois soit conservé? D'abord, on le dit dans notre slogan ici, respect aux builders, Trail Crew Mountain Bike. Il y a beaucoup de travail qui sont effectués par les builders pour faire naître un nouveau sentier. Ouais. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'entretien qui doit être fait dans le sentier. On parle ici d'un réseau de vélo de montagne où on peut avoir peut-être, croyez-le ou non, on peut avoir peut-être 1000 passages par semaine dans un sentier. Ah, wow. Ça commence à faire des routes de bicycle qui tournent. Oui. Alors nous, chaque début de semaine, on retourne dans nos sentiers, on fait une inspection visuelle. OK. D'abord de tous nos features, tous nos passerelles de bois. Wow. On va remettre de la terre, on va venir retravailler les berms. Hey, c'est continuel. C'est là. beaucoup de travail. Puis, bon, là, tu sais, on parlait d'étiquettes dans une autre capsule. Là, si on parle de comment conserver les trails, nous, en tant que rider, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui fait qu'une piste va durer plus longtemps puis moins endommager une piste? C'est de ne pas nécessairement bloquer les roues au freinage. Il y a plusieurs choses qui vont faire que le sentier va se dégrader de façon normale, pas dégrader normalement, mais je veux dire qu'on va diminuer les risques de dégradation. OK. D'abord, c'est sûr que c'est de la manière que nous, on va rider. Par contre, nous ici à Belle-Neige, on l'a tout fait. Par le passé, on a tous été un peu délinquants, puis aller rider dans les sentiers qui sont mouillés Ouais. ou lorsqu'il y a eu une pluie. Ou sinon, des fois, Ou trop tôt en saison. J'ai hein? juste 2-3 heures pour aller rouler aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Il pleut, la merde. J'embarque le vélo et j'y vais pareil. OK. On l'a tout fait. Mais c'est là que le sentier se dégrade beaucoup. Pourquoi? Parce que le sentier est gorgé d'eau et les roues, lorsque les roues sont barrées, le freinage, ça dégrade, ça wash le terrain. Pourquoi aussi à dire on lave les vélos? Vous voyez la boîte qui est sur le vélo? Ouais. Bien, c'est de la boîte du sentier. Ouais. Tu es d'accord? Alors, s'il y a eu 25, 30, 40 riders qui ont passé cette journée-là, le sentier peut perdre environ 2 pouces de terre. Wow. Mais il suffit qu'une seule personne passe pas dans le bon temps de la saison ou le lendemain d'un jour de pluie abondante, puis que là, ça laisse une trace de la longueur de la trail d'1 kilomètre, 2 kilomètres. C'est le cas souvent au printemps ou en période de dégel ou à l'automne, lorsqu'il y a beaucoup de pluie en automne. L'année passée, par exemple, on a eu une période, je pense en octobre, novembre, l'année passée, il y a eu au-dessus de 200 mm de pluie. C'est beaucoup. Et nous, on avait, je ne veux pas parler de la mentalité de Belle-Neige, mais on se disait, on va laisser les gens venir rouler pareil après une pluie. On va l'expérimenter. On a vu les résultats que ça a donné. Là, ça impliquait qu'il fallait repasser. Je ne veux pas dire que ça a été catastrophique, mais aujourd'hui, on va se garder une réserve et on va demander aux
rider ne pas venir rider quand les sentiers sont prêts. Il faudrait attendre au moins 24 heures, en général après la fin de la pluie, là, pour venir rider. 24 heures, c'est un barème, ça pourrait être moins long. Plus long, Oh, oui, ça dépend du type de pluie. Exactement, ou tout oui. dépendant de la température qui vient après assécher le terrain. De toute façon, il y a une gestion en arrière de tout ça. Il y a quelqu'un qui décide aujourd'hui, on ne peut pas venir rider, c'est fermé. J'imagine, si c'est trop, je veux dire, il y a des bike parks... Mais nous, on ferme. Nous, maintenant, on ferme le réseau. Lorsqu'il y a des pluies abondantes, on ferme. Par contre, si c'est des averses passagères, il ne faut pas oublier qu'il y a des averses qui vont aider au sentier. OK. On vient de subir une période de sécheresse incroyable au Québec. Ça fait, je pense, 3 semaines qu'il n'y a pas plu une goutte d'eau. Dans les derniers jours, on a reçu beaucoup d'eau. Ça a fait beaucoup de bien au sentier. Pourquoi? Parce que la terre s'assèche, puis avec les passages des vélos, bien, la terre s'effrite, puis elle se dégrade aussi rapidement que si c'était humide ou mouillé. Mais là, est-ce qu'elle va se compacter, elle va revenir un peu à sa shape d'origine, puis là, après ça, quand elle durcit, on peut repasser là sans problème? C'est sûr que oui. Présentement, les sentiers qu'on a travaillés, par exemple, à la pelle mécanique, Oui. c'est du béton armé. Oh wow! Ouais. OK. Puis là, donc, tu dis que ça prend à peu près combien de temps et combien de gens pour faire une trail? Moi, nous, on a une équipe de builders, d'environ 4-5 builders avec nous. On a quelques bénévoles aussi qui sont ici pour nous aider. Mais ce n'est pas une opération à grand déploiement. On n'est pas une quinzaine, vingtaine ou une quarantaine à travailler dans les sentiers, à moins qu'on crée des corvées, comme on a créé l'année passée à l'automne pour créer un nouveau bypass. Est-ce que j'ai une nouvelle section de sentier qui avait été bien abîmée par l'érosion et la pluie? Alors, on a refait une section avec une équipe. Mais sinon, on est environ 4-5. On a une pelle mécanique. On a beaucoup d'équipements. Pelle mécanique, camion dompeur, avec une dompeuse. On a un tracteur. On a les outils forestiers. On a tout ce que ça prend pour bien utiliser le sentier. Mais c'est une belle manière aussi de s'intégrer, de s'impliquer dans notre sport. Tu sais, il y a des journées comme ça de corvée où on peut s'inscrire puis venir aider. Puis je pense qu'il y a même des programmes où, par exemple, tu viens faire une demi-journée, tu obtiens une passe pour une journée en échange, des choses comme ça. Tout à fait. C'est le fun aussi pour les riders de voir comment c'est fait, de s'impliquer dans ce travail-là. Puis peut-être après, ça conscientise les gens un peu à ce qui se fait puis ce qui se fait pas dans les trails, dépendamment des conditions, là. On parle d'étiquette aussi. On voit souvent, il y a des riders qui vont ouais, j'aime pas ce virage-là, je vais l'éviter, ils créent des bypass. OK. Nous, ce qu'on demande aussi au niveau d'étiquette, c'est de conserver l'intégrité du sentier et surtout de ne pas bypasser ou d'essayer de couper en forêt. Alors, le sentier est là, on reste dans le sentier. C'est ça qui est important. Super, c'est très, très bon à savoir, ça. Écoute, Fred, je te remercie infiniment pour toute l'information que tu nous as donnée aujourd'hui. C'est super important, puis on retient une bonne leçon. Respect aux builders. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Merci, Fred. Merci, Jason.